Rétrospective 2016-2023. Projet et acquis multisectoriel revisité par la rédaction de Radio Gabon. Rétrospective 2016-2023, c'est sur la route du 26 août. Nous recevons à présent le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le docteur Guy-Patrick Obiando. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Et merci pour votre disponibilité. Comme l'indique l'intitulé de votre département, vous avez en charge à la fois le secteur santé et des affaires sociales. Pour être donc méthodique, nous allons évoluer secteur par secteur, monsieur le ministre, et nous allons commencer par la santé avec Marina Moussaoua. Bonjour Marina. Bonjour Arnaud, bonjour monsieur le ministre. Bonjour Marina. Monsieur le ministre, on reconnaît, entre 2016 et 2023, il y a eu des avancées significatives en termes d'infrastructures sanitaires au Gabon. Monsieur le ministre, quel bilan dressez-vous pour ces acquis pour ce deuxième septembre? Alors écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation qui permet de pouvoir faire un bilan sur le département ministériel dont j'ai la charge, qui est celui de la santé et des affaires sociales. Alors concernant le pan santé, comme vous venez de le dire, il y a eu des avancées significatives dans le secteur santé, notamment au niveau des infrastructures. Nous avons vu, suite aux 13 instructions du président de la République, parce que, comme il faut le dire, le gouvernement avait présenté un plan d'investissement prioritaire au président de la République dans le but de pouvoir, améliorer l'infrastructure sanitaire et deuxièmement, le plateau technique. Parce que nous pouvons avoir des bons médecins, mais s'ils ne travaillent pas dans un environnement adéquat, à partir de là, le malade ne pourrait pas être bien soigné. Donc, sur cette base, nous avons vu, entre 2016 et 2023, nous avons vu être mis en service le CHU Mère Enfant. CHU Mère Enfant, Jeanne Bory, qui aujourd'hui est un hôpital qui est une structure de référence, même au niveau de l'Afrique centrale, parce que c'est un hôpital avec un plateau technique de dernière génération. Avec une spécificité, c'est d'avoir mis en place au niveau du CHU Mère Enfant la procréation médicale assistée. Vous le savez, il y a un problème d'ordre général, il y a un problème de fécondité des femmes. Et plusieurs de nos compatriotes allaient à l'étranger, au Ghana, au Cameroun, en Espagne, en France, même aux États-Unis, pour faire cette pratique de procréation médicale assistée. Aujourd'hui, c'est une réalité, alors que hier, c'était un rêve. Donc ça, c'est du concret en matière de amélioration de la prise en charge des patients au Gabon. Nous avons également fait un bond significatif au niveau de la réforme de l'Office pharmaceutique national, avec la création des pharmacies hospitalières. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons un hôpital, nous avons des médecins, nous avons des malades. Mais chaque fois que le médecin prescrivait une ordonnance, le malade sortait de l'hôpital pour aller acheter les médicaments au niveau des officines privées, dans les pharmacies des quartiers. Et donc, le président de la République nous instruit d'améliorer la prise en charge des malades intramuros, c'est-à-dire dans l'hôpital. Et avec la réforme de l'OPN, nous avons mis en place les pharmacies hospitalières qui permettent aujourd'hui aux patients de ne plus sortir de l'hôpital et pouvoir améliorer l'accès aux soins. Nous avons aussi fait tout un programme intéressant, c'est sur la réhabilitation de nos infrastructures sanitaires. Aujourd'hui, tous les départements du Gabon ont bénéficié de ces infrastructures, avec Minzik, Medoune, qu'on a vu, que le président a visité pendant la tournée républicaine. Nous avons les Koni au Konja, nous avons Fogamundende. Ce sont des hôpitaux aujourd'hui qui sont livrés. Nous avons aussi, lorsque vous allez à Kango, nous avons Kango qui est en train de finir, Kokobi qui est en train de finir. Nous avons Mouabi, Moulengi Biza, nous avons des investissements qui ont été réalisés en réalité dans plusieurs domaines, dans plusieurs départements de notre pays, associé à cela à un renforcement du plateau technique. Mais l'une des plus grandes réussites du septennat du président de la République, durant le septennat du président de la République, dans le secteur santé, c'est la gestion de la Covid-19. Monsieur le ministre, on va y arriver. Restons d'abord dans le secteur des infrastructures. Est-ce qu'on a comme ça des chiffres statistiques globaux qui présentent un peu le tableau des réalisations? Alors, comme vous le savez, c'est plus de 40 infrastructures sanitaires
qui ont été créés et réhabilités. Et d'aucuns disent pourquoi certains chantiers aujourd'hui ne sont pas inaugurés. Nous leur répondons que nous n'avons pas fait ces réhabilitations pour la campagne présidentielle. Nous avons fait parce que c'est dans un programme d'investissement prioritaire. Je prendrai le cas aujourd'hui de l'Institut de maladies infectieuses d'Ovendo, qui a été cette structure qui, après le CHU de Libreville, sera le deuxième plus grand hôpital du Gabon. L'Institut de maladies infectieuses de Libreville, avec une capacité litière qui va avoisiner les 400 lits. Donc, ce sont des choses, lorsque toutes ces infrastructures seront livrées sur l'ensemble du territoire, nous aurons véritablement une capacité de pouvoir faire en sorte que le Gabonais puisse mieux se faire soigner chez lui. Associé à cela, il y a la formation du personnel. Vous avez vu que chaque année, depuis bientôt 3 ans, c'est plus d'une centaine de médecins par an qui sortent de la faculté de médecine et plus de 300 sages-femmes par an qui sortent de la faculté de médecine. Donc, ce sont des atouts dont nous disposons aujourd'hui et qui permettent à notre pays d'être aujourd'hui un pays qui sort quand même du lot lorsqu'on regarde au niveau du bassin de l'Afrique centrale. Nous avons aussi l'Institut de cancérologie de Libreville qui a permis de pouvoir réduire de manière significative les évacuations sanitaires à l'étranger. Donc, nous pouvons nous satisfaire, mais c'est vrai que beaucoup de choses restent encore à faire. Beaucoup de choses restent encore à faire et c'est pourquoi nous sommes là, pour continuer à travailler et se projeter. Alors, Monsieur le ministre, justement, beaucoup reste à faire. Il est vrai, vous le dites, que beaucoup de choses ont été faites, mais quid quand même du fonctionnement de ces structures hospitalières aujourd'hui? Il y a des choses qui sont décriées. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces structures hospitalières fonctionnent grâce aujourd'hui en partie liée à la redevance d'assurance maladie qu'est la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie. Et il y a un travail important qui est fait pour que cette caisse puisse effectivement subventionner de manière régulière nos infrastructures sanitaires. Mais il faut dire qu'il y a eu une crise mondiale parce que la caisse se nourrit des cotisations du secteur privé et de l'État. Or, avec la Covid-19, plusieurs entreprises ont été fragilisées et n'ont pas pu cotiser, n'ont pas pu mettre à jour leurs cotisations au niveau de la CNAMGS. Donc, ça a forcément impacté la trésorerie de la CNAMGS et ça a impacté aussi la trésorerie des hôpitaux, impactant bien évidemment le service auprès des usagers. Mais depuis que nous sommes sortis de la Covid, il y a un travail de fond qui est fait. Les entreprises sont en train d'émerger à nouveau et ce qui permet à la CNAMGS d'avoir aujourd'hui une trésorerie qui lui permet de pouvoir payer les hôpitaux. Et vous l'avez vu, cela se matérialise. Je prends l'exemple du CHUL, où lorsqu'on compare le CHUL il y a 1 an et le CHUL d'aujourd'hui, il n'y a plus trop de plaintes comme cela a été le cas il y a 1 an. Même au niveau du CHU Mère-Enfant, il y a des efforts qui sont faits pour améliorer la qualité des prestations qui sont données dans des hôpitaux. Sarina? Monsieur le ministre, reconnaissons-le, la prise en charge des patients est certes une réalité, mais il faut aussi dire que l'on constate que plusieurs patients assurés CNAMGS, notamment ceux qui sont économiquement faibles, sont refoulés dans ces structures sanitaires. Comment vous l'expliquez? Alors, moi, je vous avoue qu'en tant que ministre, j'ai pas été saisi par des compatriotes économiquement faibles disant qu'ils ont été refoulés par des structures. Ce que j'ai reçu sur mon bureau, ce sont des Gabonais économiquement faibles qui ont été soignés par les hôpitaux, mais qui ont du mal à payer leurs factures. Parce que l'hôpital ne refuse pas la prise en charge. L'hôpital soigne, et par contre, à la fin, lorsque le malade doit sortir, on lui dit « voici le coût de tes prestations ». À partir de cet instant, nous avons trouvé un modus operandi avec la CNAMGS, en disant que lorsque nous nous retrouvons face à un Gabonais économiquement faible qui a du mal à payer sa facture, nous transmettons cette facture à la CNAMGS pour qu'elle puisse la payer dans le cadre des filets sociaux. Et c'est pourquoi parfois on entend beaucoup de bruit et puis ce bruit se tait parce que tout simplement
la CNAMGS a été saisie pour pouvoir prendre en charge les filets sociaux. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que la santé a un coût. Lorsqu'on va à l'hôpital, le médecin qui vous consulte, le gant qu'on utilise, les cotons qu'on utilise, l'alcool qu'on utilise, vous voyez, tout cela a un coût. Il faudrait que parfois on comprenne que le ticket modérateur qu'on demande de payer, de faire quand même cet effort. Mais comme je l'ai dit, lorsqu'on se retrouve après enquête sociale, lorsqu'on se retrouve dans des situations où la personne ne peut véritablement pas payer sa facture, soit l'hôpital laisse sortir la personne ou la CNAMGS prend en charge. C'est pourquoi je peux vous le dire qu'aucun Gabonais dans les structures publiques n'a été séquestré. On force un tout petit peu, on pousse la personne à pouvoir honorer à ses frais hospitaliers, mais on ne va pas vous dire que celui-là, depuis 1 mois, il est là, on ne le laisse pas sortir parce qu'il n'a pas payé sa possession. Monsieur le ministre, mais le cas de ces jeunes filles qui sont séquestrées à l'hôpital Jeanne Eboni. C'est pourquoi je vous ai dit que ces jeunes filles ne sont pas séquestrées. Ces personnes sont arrivées, parce que c'est différent. Si elles venaient enceintes et que Jeanne Eboni leur disait « je ne vous prends pas en charge », c'est différent. Ces personnes sont arrivées à Jeanne Eboni, elles ont accouché et elles ont bénéficié de soins. Mais l'accouchement, c'est pas une maladie qui survient brutalement. Vous êtes une femme, on tombe enceinte et on est enceinte pendant 9 mois et on se prépare pour accoucher. Donc, il faudra aussi que les gens se disent que nous avons des services publics et qu'il y a un certain nombre d'exigences. On tombe enceinte pendant 9 mois et on accouche. Et ce qui se passait effectivement, comme je venais de le dire, c'est que Jeanne Eboni exigeait quand même que ces personnes puissent payer leurs factures. Et maintenant, depuis quelque temps, de moins en moins, nous assistons à ce genre de scénario parce que avec la CNAMGS, nous avons trouvé un mode opératoire pour pouvoir prendre en charge ces différentes personnes. Et puis, Jeanne Eboni a un fonctionnement particulier. C'est une structure qui est un modèle de gestion particulier, contrairement aux autres structures sanitaires. Et c'est compté beaucoup observé lorsque la maternité du CHU de Libreville était en réhabilitation. Donc, lorsque la maternité du CHU de Libreville est en réhabilitation, les populations allaient au niveau du CHU mère-enfant et du CHU Ovendo et étaient confrontées à ce genre de problème. Mais maintenant que la maternité du CHU de Libreville a repris, parce que c'est quand même autour de 10 000 accouchements par an, la maternité du Sud, et qui prend très souvent des Gabonais économiquement faibles. Et donc, de moins en moins, nous avons ce genre de revendications. Nous n'avons plus des revendications. Il fut une année où les femmes accouchaient par terre. On se disait que mais comment peut-il se faire que nous avons ce genre de situation? Et aujourd'hui, tout cela n'existe pas parce que tout simplement, nous avons rehaussé le niveau du plateau technique, nous avons mieux formé les ressources humaines et nous avons des infrastructures qui permettent aujourd'hui de répondre aux besoins des populations. Alors, monsieur le ministre, l'accueil reste quand même aussi une préoccupation de tous les instants dans les hôpitaux, et même la disponibilité des urgentistes. Est-ce qu'il y a eu aussi des améliorations dans ce sens? Alors, il faut dire que d'une manière globale, lorsque le président me fait l'honneur de me nommer ministre de la Santé, il y a un véritable problème de gouvernance de ces formations sanitaires. Il y a d'abord l'autorité du chef. Effectivement, lorsque nous avons un chef qui a de l'autorité, personne ne peut s'amuser à mal accueillir les malades. Donc ça, il fallait régler ce problème. Donc j'ai convoqué les différents responsables des structures sanitaires en leur demandant de prendre leurs responsabilités. Effectivement, là où nous avons des chefs qui ont de l'autorité, il y a moins de plaintes. Il y a moins de plaintes. Le personnel de santé est à l'heure à son poste de travail. Le personnel de santé fait ses gardes. Ils sont à l'hôpital, ils consultent, ils hospitalisent et ils opèrent dans des structures qui ont des blocs opératoires. Mais là où nous avons des chefs empathiques, nous constatons qu'il y a beaucoup de débordements. Donc ça, nous sommes en train de régler cela. Et il y a eu aussi un autre phénomène, et vous m'avez suivi lors de ma descente au CHU de Libreville, où le médecin fonctionnaire
passe plus son temps au privé que dans l'hôpital public. Et là, ça impacte effectivement au niveau de l'accueil, parce que si le malade arrive et que le médecin n'est pas là, que la sage-femme n'est pas là, elle passe des heures et des heures et des heures et des heures. Donc, j'ai instruit l'inspection générale de la santé de commanditer un audit au niveau de ces structures privées pour savoir quels sont les médecins fonctionnaires qui y travaillent. Et que pendant les heures du travail d'un agent de l'État, il ne devrait plus se retrouver dans des formations privées. Et donc, c'est ce travail qui est fait. Et en réalité, c'est tout un écosystème où les personnes ont mené leur habitude de vie sans pourtant savoir que la santé est un domaine sensible et qu'il faut véritablement faire en sorte que le plus grand nombre soit satisfait des prestations qui sont données dans nos hôpitaux. Alors, on va évoluer, Monsieur le ministre. Vous avez évoqué la question de la Covid. C'est quand même un événement qui a marqué le septennat qui s'achève. Nous allons voir avec Justin Malia comment le Gabon a géré cette crise, le Gabon qui a été cité comme modèle en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19. Durant le deuxième septennat d'Ali Bongo Ondimba, plusieurs actions ont été entreprises dans le secteur de la santé. On peut citer la gestion de la Covid-19. Après que le pays a enregistré le 12 mars 2020 son premier cas testé positif, un comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la pandémie à coronavirus a été mis en place. Les autorités se sont préparées à la riposte et toutes les mesures ont été prises pour retarder et limiter sa propagation et prendre en charge les personnes qui doivent l'être. Il s'agissait notamment du port obligatoire du masque dans les lieux publics, l'instauration du couvre-feu sur l'ensemble du territoire, le confinement et la limitation du nombre de personnes participant aux cérémonies. Pour lutter contre la crise sanitaire, l'une des stratégies utilisées était l'intensification de la sensibilisation auprès des populations. Certaines structures sanitaires ont été réquisitionnées pour accueillir les malades, à l'exemple de l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda et celui du PK9, ainsi que le centre hospitalier universitaire de Libreville, avec pour but de prendre en charge les patients et les cas suspects présentant les symptômes du Covid-19. Parlant des tests, le laboratoire Daniel Gaouma a vu le jour pour effectuer des tests massifs. Cette unité, dotée de nouveaux équipements, comporte 2 circuits de dépistage, dont l'un sur un mode standard drainant de longues files d'attente autrefois et l'autre pour les urgences, encore appelées VIP. Une variété de vaccins contre la Covid-19 a également été mis à la disposition de la population gabonaise. Voilà, Monsieur le ministre, vous venez de suivre cet élément avec nous. Une réaction derrière? Écoutez, ça me rappelle les bons moments de lutte contre la Covid, parce que équipement de protection individuelle, tests, PCR, ouais, on a vécu ça pendant 2 ans. On avait que ça au quotidien sur nos papiers, voilà. Donc, je pense que nous devons féliciter et remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, comme un maître, a su diriger le pays durant la Covid-19. Je peux vous le dire aujourd'hui que toutes les décisions que nous prenions pendant la Covid, c'était sur les très hautes orientations du président de la République. Il avait effectivement cette clairvoyance anticipative et nous n'étions que des acteurs de mise en œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits que le Gabon, qui, selon les statistiques européennes ou les simulations qui avaient été faites sur le plan international, nous parlait des 10 000 morts que nous avions enregistrés au Gabon avec vraiment un avenir sombre. Nous avons totalement déjoué tous ces pronostics qui avaient été envisagés par ces pays occidentaux. Nous avons pu véritablement gérer la crise et nous avons su gérer la crise. Et c'est pourquoi, dès que la crise est terminée, nous avons eu les félicitations, comme le président ne cesse de le dire, de l'Organisation mondiale de la santé, des grands pays européens qui sont venus faire le témoignage de la gestion de la Covid-19. Il faut dire que cette gestion de la Covid-19 nécessitait effectivement des ressources humaines et nous avons pu mobiliser plus de 1000 personnels de santé qui travaillent 24 heures sur 24 tous les jours pour pouvoir faire les tests de dépistage, l'accueil des patients, assurer la prise en charge hospitalière des malades
qui avaient des complications, mais aussi de pouvoir techniquer dans ces grands laboratoires. Ça, c'est en matière de ressources humaines. Donc, tout le corps médical s'est impliqué, même lorsque nous avons enregistré des décès parmi le corps médical, et nous pensons qu'ils ont été des vaillants soldats, des personnes qui étaient là, des sapeurs-pompiers, voilà, qui ont su éteindre le feu lorsque la maison Gabon était en incendie de la Covid-19. Et sur le plan des équipements, nous avons fait beaucoup d'acquisitions. Et vous-même, vous venez de le dire, avec le laboratoire Gaouma, qui était un laboratoire avec une capacité de réalisation de 10 000 tests par jour. C'était impressionnant d'avoir un tel laboratoire. Et nous avons procédé au renforcement des capacités, notamment du plateau technique, de toutes les formations sanitaires du Gabon. Plus de 1000 lits, voire même 2000 lits ont été achetés pour augmenter la capacité litière. Des respirateurs ont été achetés. Et ce qu'il faut retenir de cette gestion de la COVID-19, c'est qu'aujourd'hui, ces lits, ces respirateurs, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui dans nos hôpitaux. Et les fonds COVID-19 qui ont été alloués pour pouvoir permettre une riposte efficace, le reste des fonds nous a permis de procéder aux travaux de réhabilitation de l'Institut de maladies infectieuses. Donc aujourd'hui, lorsqu'on dira aux Gabonais, qu'est-ce que vous avez retenu de la COVID-19 ? La COVID-19 nous laisse aujourd'hui un hôpital qui sera totalement réhabilité parce que vous le savez, l'ancien hôpital pédiatrique d'Ovendo était en ruine. C'était des reptiles qui y vivaient, c'était... Or aujourd'hui, cet hôpital a été totalement réhabilité, il est tout neuf et c'est grâce à la Covid que nous aurons un nouvel hôpital avec une capacité de 400 lits et des services de réanimation, 2 blocs opératoires, des services de pédiatrie et un laboratoire de recherche. Donc on peut dire que l'impact n'a pas été que négatif pour le secteur santé. Ben, je ne dirais même pas que l'impact a été négatif. L'impact de la COVID-19 a été positif et puis ça a permis sur le plan social aux familles de mieux se connaître. Marina ? C'est déjà la question, mais je voudrais, Monsieur le ministre, que l'on revienne sur la politique nataliste que vous aviez venu d'évoquer avec la Fondation Jeanne Bory qui parlait de la procréation in vitro. Alors, Monsieur le ministre, nous constatons quand même que les coûts, les femmes veulent bien, mais les coûts sont élevés. Alors, sauf que vous dites c'est une réalité. Aujourd'hui, lorsqu'une femme quitte le Gabon pour aller au Ghana, c'est 10 millions de francs CFA. Lorsqu'une femme partait au Cameroun pour aller faire la fécondation in vitro, c'est 7 millions de francs. Lorsqu'elle allait à Barcelone, parce qu'à Barcelone, ils sont très avancés dans la fécondation in vitro, nous avons autour de 10-15 millions de francs. Aujourd'hui, la fécondation in vitro est autour de 2,5 millions à 3 millions au CHU Mère-Enfant. Mais le CHU Mère-Enfant a mis en place un processus où la femme qui veut se lancer dans ce processus peut donner des acomptes de manière progressive pour qu'elle puisse bénéficier de cette technique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'outils, de consommables qui ne sont pas pris en charge. Ce sont des consommables qui reviennent de l'Europe, notamment de la France, parce que le CHU Mère-Enfant a un partenariat avec un hôpital français qui nous fournit un certain nombre de matériel pour nous permettre de faire cela. Comme on le dit, pour commencer cette procédure, il fallait pas aller dans la gratuité. Parce que si on allait dans la gratuité, nous aurions été rapidement en rupture de ces consommables. Mais au fil du temps, au fur et à mesure, nous allons voir comment, avec la CNAMJS, une partie de ce coût peut être remboursée par l'assurance maladie avec toujours un ticket modérateur qui peut être supporté par la femme qui désire faire un enfant. Monsieur le ministre, parlons à présent quand même de la question de la formation et du redéploiement du personnel. Les structures sanitaires ont été créées, mais parfois, ces structures manquent de personnel à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui est fait au niveau de votre département ministériel pour réparer ou bien pour, on va dire, ne plus avoir de telles
L'insuffisance. Telles insuffisances. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les pays du monde, il y a le phénomène des déserts médicaux. Aucun pays aujourd'hui dans le monde n'a une couverture à 100% de ressources humaines dans tous les départements, dans tous ces départements. Et c'est pourquoi certains pays ont développé ce qu'on appelle la télémédecine, parce que il est difficile de pouvoir répondre à toutes ces demandes qui sont exprimées. Si on prend le cas des paramédicaux, notamment tout ce qui est infirmières, notamment les infirmières d'État, les infirmières assistantes, c'est pendant plus de 12 ans que nous avons fermé l'INFAS. L'INFAS a été formé pendant plus de 12 ans. Or, l'INFAS est la seule structure étatique qui forme les infirmières et les infirmières d'État, les infirmières assistantes. Donc, ça a forcément un impact dans la prise en charge des malades, notamment sur le plan paramédical. Et ce sont ces infirmières qui doivent être dans les dispensaires de l'arrière-pays. Ce sont ces infirmières qui deviennent des infirmières du bloc opératoire, des infirmières dans des services spécialisés. Or, aujourd'hui, lorsque vous allez dans nos CHU, dans nos CHR, nos centres hospitaliers régionaux, la moyenne d'âge des infirmières est entre 42 et 45 ans. Donc nous avons une population vieillissante qui n'a plus toutes les aptitudes de pouvoir répondre aux urgences, comme vous l'avez dit. Et c'est pourquoi le président de la République nous instruit très rapidement de lancer le concours de l'INFAS. Ce concours de l'INFAS a été lancé avec plus de 300 personnes qui ont été éligibles. On a même augmenté à 400 personnes qui ont été intégrées après le concours de l'INFAS. Et vous avez suivi récemment que le ministère l'a lancé, le ministère de la Santé, en partenariat avec le ministère de la Fonction publique, vient de lancer le concours pour l'EPFAS. L'INFAS forme le niveau Bac+, et l'EPFAS forme le niveau BPC, notamment les infirmières assistantes. Et donc, nous nous projetons sur les 2 ou 3 prochaines années pour pouvoir pallier l'insuffisance de ressources humaines qui a été constatée. Et il en est de même pour les médecins. Bon, il y a un autre problème, c'est aujourd'hui le fait que nous affectons beaucoup. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons encore procédé à l'affectation des médecins spécialistes et des médecins généralistes. Mais personne ne veut aller à l'intérieur du pays. Tout le monde veut rester à Libreville. Et lorsque le ministre signe son arrêté d'affectation, l'heure qui suit, nous avons des coups de fil. Oh, est-ce que c'est X, Y? Et puis je dis non. Il faut bien qu'il y ait des Gabonais sur l'ensemble du territoire national. Donc, il faut que les gens aillent à leur lieu d'affectation, quitte à faire 1 an, et puis on peut leur changer ces affectations. Nous avons aussi fait recours à la coopération cubaine. Pour pouvoir renforcer ces déficits en ressources humaines. Et grâce à l'excellence des relations diplomatiques entre le Gabon et Cuba, nous avons eu plus de 140 professionnels de santé qui sont arrivés au Gabon pour pouvoir nous aider. Et c'est pourquoi dans certaines zones où il y a des déserts médicaux, nous trouvons ces médecins cubains, ces infirmiers cubains qui travaillent avec les nationaux pour pouvoir assurer une prise en charge adéquate des populations. Le temps qui nous est imparti, court, Marina, on va parler à présent de l'hôpital provincial d'Emelen et de ses entités, la psychiatrie et la gériatrie. Monsieur le ministre, quels sont les acquis à ce niveau-là? Alors, d'abord, le premier acquis pour ce qui est de la psychiatrie, parce que où est-ce que vous voulez en venir? Pour ce qui est de la psychiatrie, déjà le fait d'avoir un hôpital psychiatrique, c'est quelque chose d'important dans un pays. Il faut dire que moi, je suis médecin. Et plusieurs médecins qui sont en formation ne veulent pas faire psychiatrie. Donc, c'est un problème d'ordre général qui fait en sorte que entre le nombre de patients qui nécessitent des soins psychiatriques et l'offre de services qui leur est offerte, le gap, il est très important. Aujourd'hui, à l'hôpital psychiatrique de Mélène, j'ai juste 2 psychiatres pour certainement plus de 100 personnes, plus de 1000 personnes qui ont besoin de soins psychiatriques. Il n'y a pas que le malade mental qui a besoin de problèmes psychiatriques. C'est nous tous, au quotidien, qui avions des insomnies, qui avons des problèmes, des dépressions, voilà. Donc, et des personnes qui sont dans l'addiction de l'alcool, qui sont sous l'emprise, de certaines psychotropes. Alors, l'un des défis, lorsque j'ai été nommé, était effectivement de mettre fin
à ce spectacle malheureux qu'on retrouve sur les rues de Libreville, mais qui est quand même en diminution depuis quelque temps. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons amélioré la gouvernance au niveau de l'hôpital psychiatrique de Mélène. Nous avons amélioré la gouvernance. Nous avons renforcé les capacités de la structure parce que le diagnostic qui avait été fait au niveau de l'hôpital de Mélène était très clair. Il n'y avait plus suffisamment de places d'hospitalisation. Donc nous avons entamé des travaux de réhabilitation de l'hôpital psychiatrique de Mélène pour qu'un nombre de patients soient hospitalisés en cas de délire. Ce qu'il faut dire est que lorsque les malades ont des troubles mentaux, les parents les délaissent et les abandonnent. Aujourd'hui, l'hôpital psychiatrique de Mélène s'est transformé en asile psychiatrique. C'était pas ça le rôle. Parce que nous avons aujourd'hui plus de 20 malades qui vivent depuis plus de 10 ans à l'hôpital de Mélène. Et nous avons sensiblement 10 malades qui y sont depuis 20 ans. Ces malades occupent des places que de nouveaux malades auraient pu occuper pour être pris en charge. Donc, il y a une démission parentale, une démission familiale. Les parents ne sont pas connus, identifiés? Les parents sont connus, pour certains, et il y a des malades mentaux qui ont perdu leur mémoire et qui ne peuvent plus reconnaître leurs parents, et les parents, eux aussi, ne viennent pas. Après, vous avez d'autres cas de parents qui vous disent que, vous voyez, ce malade, cette personne, notre fils ou notre frère, lors du début de sa maladie mentale, a été très violent. Il dit, il nous traumatise s'il revient à la maison. On ne peut vraiment pas le reprendre. Mais le rôle de l'hôpital n'est pas d'assurer un hébergement de longue durée. L'hôpital soigne et puis la personne repart dans sa famille pour la continuité des soins et ça nous permet de prendre d'autres malades. Donc c'est le véritable problème aujourd'hui qu'on a au niveau de l'hôpital psychiatrique de Mélène où il y a une démission parentale. Cette même situation se superpose au niveau de la gériatrie, où nous avons des personnes âgées totalement abandonnées par leur famille parce que, pour certains, ils constituent un poids, une charge pour elles. Donc ce sont des problèmes sociétaux que nous devons tous ensemble, avec la communication, aborder pour sensibiliser le plus grand nombre en disant que ces personnes aussi ont des droits. Ces personnes ont des droits sociaux, des droits de vie pour être véritablement accompagnées, entourées par leur famille. Mais nous continuons quand même à assurer la prise en charge et se dire que de manière significative, il y a eu une réduction des malades mentaux. Il y a le directeur de l'hôpital qui a réactivé la brigade de surveillance des malades mentaux, de telle sorte que lorsqu'on l'appelle, moi-même je l'appelle régulièrement, pour lui dire que je viens de passer dans tel carrefour, il y a un malade mental qui est là et la brigade récupère ce malade mental pour lui administrer les soins. Alors, c'est une préoccupation, vous le notiez, monsieur le ministre. On va faire le constat de ce phénomène dans la ville avec Jussia Malia. J'étais en train de marcher avec une amie, j'ai vu une folle mettre des coups en l'air et tout. Et moi, comme je n'avais pas vu, j'ai reçu ça en plein l'école. Je suis tombée, mais je me suis pas trop fait mal. Voici un cas d'atteinte à la tranquillité d'un malade mental sur une compatriote. Les personnes souffrant de troubles mentaux sont nombreuses à errer dans les rues à Libreville comme à l'intérieur du pays. Il y a deux catégories de toute façon. Il y en a qui sont un peu agressifs, il y en a qui ne le sont pas du tout. Il y en a qui jouent à frapper sur les véhicules des gens. Moi, j'ai déjà été un peu soumis à ça. Quelqu'un qui a certaines démences mentales, qui frappe sur ta voiture ou qui se met systématiquement devant ton véhicule. Et là, il t'empêche réellement de passer. Et si tu ne fais pas attention, tu pourrais malheureusement aussi le heurter. En ce qui concerne les fous à Libreville, ils ont un site où ça a été dit par le président que non, tous les fous là doivent être à Mélène. Par contre, dans toutes les rues de Libreville, on en trouve beaucoup de fois. Les populations qui s'expriment à ce sujet attirent l'attention des autorités compétentes face à ce phénomène grandissant. On pourrait éventuellement envisager des solutions par rapport à ça. Déjà les isoler. Il y a ce manque-là, peut-être qu'il y a aussi un manque de structure. Je trouve ça normal parce que à tout moment, ce qui arrive aux autres peut forcément arriver à d'autres personnes. Donc, qu'ils
se fassent interner. Comme on demande, et on pouvait récupérer tous les fous là et les amener pour les donner le soin qu'il faut. D'abord pour manger pour eux c'est difficile. Pourtant, le ministère de la Santé, à travers le Centre national de santé mentale, avait lancé l'opération Zéro malade mentaux à Libreville, au Vando et à Kanda, avec pour objectif de diminuer le nombre de ces malades dans les rues et leur donner des soins de qualité. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Voilà, monsieur le ministre, l'opération de ramassage continue. L'opération continue. Alors, on va, avant de passer au volet affaires sociales, quand même nous projeter les perspectives pour le secteur de la santé avec vous. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que en tant que ministre de la Santé et avec les missions qui nous ont été confiées par le président de la République, chef de l'État, notre perspective, c'est la continuité. La continuité dans l'amélioration de l'offre de soins à la population. Et le président a mis en place ce qu'on appelle des pôles d'excellence, le CHU de Libreville, le CHU de Vendo, le CHU mère-enfant, dans le but de pouvoir réduire les évacuations sanitaires. Donc notre objectif aujourd'hui est de faire en sorte que ces hôpitaux puissent véritablement jouer ce rôle de pôle d'excellence et de réduire de manière significative les évacuations sanitaires. En faisant également en sorte que nous puissions améliorer la médecine de proximité. Et c'est pourquoi, dans les perspectives, nous en avons parlé, les hôpitaux d'arrondissement, avec la Péri, avec Nzéayon, et nous sommes en train de travailler avec nos collègues du budget pour voir dans quelle mesure, pour les 5 prochaines années, nous pouvons avoir dans chaque arrondissement un hôpital d'arrondissement pour pouvoir désengorger les grands hôpitaux et faire en sorte et faire de la médecine de proximité. À l'intérieur du pays, nous sommes en train de travailler sur le renforcement des plateaux techniques, l'amélioration des hôpitaux départementaux, mais aussi la médecine itinérante. Nous ne pourrons pas avoir des médecins spécialistes dans tous les départements du Gabon. Par contre, nous pourrons avoir des médecins spécialistes qui iront de manière périodique dans ces départements pour offrir de soins. Donc, au niveau de la santé, ce sont des grandes projections que nous faisons sur le plan curatif, en sachant que la santé, c'est pas uniquement du curatif, c'est aussi de la prévention, avec la vaccination, avec la lutte contre le VIH, avec la lutte contre la tuberculose, les maladies non transmissibles et transmissibles. Ça aussi, il y a un effort qui est en train d'être fait parce que nous sommes en train d'élaborer le nouveau plan national de développement sanitaire 2023-2030. Donc, la santé, on passe à présent aux affaires sociales, monsieur le ministre, et on commence avec les Gabonais économiquement faibles. Quels sont les acquis du septennat qui s'achèvent pour cette catégorie de la population? Alors, ce qu'il faut dire sur le plan social, c'est que le plan social regorge aujourd'hui 2 grandes structures qui constituent la politique sociale du président de la République. Il y a la CNAMGS et la CNSS. Pour ce qui est de la CNAMGS, lors du dernier septennat, nous avons augmenté le nombre d'enrôlements des Gabonais économiquement faibles. Parce que nous ne l'imaginons jamais assez. Allez-y dans d'autres pays, faites le tour, voir que des gens vont à l'hôpital en donnant juste une petite contribution, c'est une réussite totale. Aujourd'hui, on ne meurt plus au Gabon parce qu'on n'a pas d'argent. On ne meurt plus au Gabon parce qu'on n'a pas d'argent. Comme je l'ai dit, les gens vont à l'hôpital et ils se soignent. C'est les factures liées à leurs soins qui posent parfois de problèmes. Donc, il y a eu une avancée significative pour la prise en charge des Gabonais économiquement faibles en augmentant le nombre de personnes économiquement faibles, mais en créant aussi le fonds du secteur privé. C'est ce fonds du secteur privé qui a été créé pendant ce septennat qui permet aujourd'hui à la Caisse d'avoir des ressources nécessaires pour garantir des prestations de soins aux populations. Au niveau de la CNSS, nous avons vu que la CNSS posait de gros problèmes de gouvernance, où nous avions régulièrement des retraités qui ont contribué toute leur vie, se retrouver en difficulté d'avoir accès aux pensions. Et sous les très hautes instructions du président de la République, nous avons mis la CNSS sous administration provisoire avec une amélioration stricte de la gouvernance. Et aujourd'hui, les fruits sont clairs, les pensions sont à nouveau payées à temps pour ce qui est des personnes retraitées. Nous avons aussi sur le plan social récemment inauguré le centre d'autistes d'Ossia Konga, qui est un centre pour des enfants en difficulté sociale, notamment des trisomiques
et les personnes autistes. Ce sont des acquis de ce septennat. Et récemment, le président a lancé un vaste programme qu'on appelle le programme d'appui aux AGR des Gabonais économiquement faibles. Le président a lancé ce programme parce que lorsqu'il a fait la tournée et lorsqu'il sillonne dans les quartiers de Libreville, nous avons cette couche de la population qui lui fait part de ses difficultés, liées à la Covid-19, l'impact de la Covid-19 sur les Gabonais économiquement faibles et le problème de la vie chère. Donc, le président a mis en place un fonds de 2 milliards de francs CFA pour pouvoir venir en aide aux activités génératrices de Gabonais économiquement faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons un Gabonais économiquement faible qui a un salon de coiffure, qui est commerçant, qui a une activité qui lui rapporte de l'argent, à travers le programme des AGR, on permet de booster cette activité commerciale. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui, où nous avons déjà enregistré plus de 5000 bénéficiaires au programme des Gabonais économiquement faibles, au programme des AGR. Donc, ce programme se continue. Il aide les personnes vulnérables et je pense que c'est une avancée significative dans notre pays. Et le fichier justement de ces Gabonais économiquement faibles, est-ce qu'il est fiable aujourd'hui? Alors là-dessus, c'est sujet à discussion parce que nous avons aujourd'hui pour ambition de créer ce qu'on appelle le Fonds 4. Le Fonds 4, c'est le fonds des travailleurs non salariés, c'est-à-dire des personnes qui sont autonomes parce que je vends ma banane, parce que je fais la coiffure, j'ai une activité économique. Ce sont des personnes qui sont autonomes. Donc, à partir de cet instant, nous sommes en train de voir avec la CNAMGS et la CNSS pour toucher cette population. J'ai eu à communiquer avec cette population en disant que vous voyez, aujourd'hui, vous êtes coiffeur, vous êtes coiffeuse, vous êtes commerçant, mais projetez-vous dans 10 ans, dans 20 ans. Il faudrait quelque part que vous puissiez bénéficier d'une retraite. Il faudrait quelque part que vous puissiez avoir une assurance maladie qui vous protège. Donc, la création du Fonds 4 va permettre de pouvoir absorber ces travailleurs non salariés, ces travailleurs indépendants dans ce Fonds 4 et peut-être qu'à partir de ce moment-là, c'est là où nous aurons ce qu'on appelle les vrais Gabonais économiquement faibles qui sont parfois nos parents qui sont au village, qui ne travaillent pas du tout, qui sont ces personnes extrêmement démunies, qui n'ont même pas une quelconque activité, mais pour l'instant, nous sommes dans une politique de solidarité nationale où, tant que le Fonds 4 n'est pas encore mis en place, ces petits commerçants, ces travailleurs non salariés sont dans la masse des Gabonais économiquement faibles. Marina? Oui, par rapport à cette catégorie des Gabonais économiquement faibles, Monsieur le ministre, souvent ils ne sont pas informés des opérations d'enrôlement. Et nous avons déjà réalisé un reportage à ce sujet. Alors, beaucoup ne sont pas informés. Comment comptez-vous améliorer l'information pour que tout le monde ait le même niveau d'information en temps annuel? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à cause de la fraude, nous avons réduit les grandes campagnes d'enrôlement de la CNAMGS. Mais en réalité, vous avez besoin de la CNAMGS lorsque vous êtes malade, lorsque vous allez à l'hôpital. Donc, la CNAMGS a mis en place dans les structures sanitaires des bureaux d'enrôlement. Donc, lorsqu'une personne est hospitalisée, au CHU de Libreville par exemple, lorsqu'une femme va accoucher, si elle n'est pas enrôlée par la CNAMGS, l'assistante sociale ou la sage-femme appelle l'équipe de la CNAMGS qui est à l'hôpital pour son enrôlement. Donc, ce dispositif a été mis, c'est quasiment dans tous les CHR, mais il faut aussi dire que l'enrôlement de la CNAMGS, lorsqu'on se réfère à l'histoire de la CNAMGS, a également été confondu comme un enrôlement politique. Donc, il y a une frange importante de la population qui avait refusé de se faire enrôler et qui refuse même toujours de se faire enrôler parce qu'ils disent que c'est l'enrôlement du PDG. Et lorsque ces personnes se retrouvent en difficulté dans les formations sanitaires, et d'ailleurs, la majorité des personnes qui se plaignent au CHU mère-enfant, lorsqu'on regarde leur statut social, ces personnes ne sont pas enrôlées à la CNAMGS. Donc, ce sont nos réalités où on est parfois dans le déni, dans la défiance,
des politiques publiques, alors que ces politiques publiques sont mises en place pour améliorer notre vie quotidienne. Monsieur le ministre, on va dire que le Gabon a réalisé une avancée significative en mettant en place le régime obligatoire d'assurance maladie et garantie sociale pour accompagner la population dans ses dépenses de santé avec pour objectif l'amélioration de l'accès aux soins de santé, la contribution à l'amélioration de l'offre de soins et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Seulement, nous avons donc mis en place tous les médicaments et soins pour la CNAMGS, le point de l'importance de cette structure avec Freddy Bouvila. La vulgarisation de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale est saluée par les populations qui voient un soulagement par rapport aux soins médicaux. NAMGS aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Ça nous aide, nous les Gabonais, économiquement faibles ou pas. Parce que simplement, quand tu n'as pas NAMGS, vraiment les coûts sont plus élevés à la pharmacie. Mais quand tu as la NAMGS, honnêtement dit parlant, les coûs sont moins, c'est abordable et tu trouves quand même tous les produits nécessaires qu'il te faut. Mes frères et sœurs, faisons tous, nous enregistrés par NAMGS, économiquement faibles ou pas. À l'évidence, on peut effectivement s'accorder sur le fait que la NAMGS est un soulagement pour la population. Ça supporte plusieurs produits et même parfois plusieurs soins dans les structures sanitaires. Pour les coûts de la CNAMGS, c'est très abordable. Ce moteur de la politique sociale du chef de l'État et du gouvernement joue un rôle essentiel en matière de santé, mais un bémol subsiste. La CNAMGS ne prend pas en compte tous les produits pharmaceutiques. Il y a malheureusement des examens parfois qui ne sont pas couverts par la CNAMGS, tout comme il y a des produits qui ne sont pas couverts par la CNAMGS. Le patient n'est pas toujours au courant des produits ou des examens qui ne sont pas pris en charge. Du coup, il se retrouve souvent comme ça, parfois pris au dépourvu, parfois surpris. Il y a des petites choses aussi qui ne sont pas bien. Par exemple, lorsque vous avez une ordonnance, vous partez à la pharmacie, on peut vous dire que la CNAM couvre juste 2 produits, le reste ne prend pas en compte. Le Gabon est le seul pays au monde à prendre en charge les populations défavorisées. Plusieurs évacuations sanitaires des Gabonais économiquement faibles sont d'ailleurs supportées par l'État sans aucune contribution financière de leur part. Merci, Freddy Bouvila. Monsieur le ministre, la NAMGS, certes, est là, mais tous les médicaments ne sont pas pris en charge. Vous l'avez écouté de certaines compatriotes. Comment vous expliquez ça? Alors, tout simplement parce que la CNAMGS établit chaque année ce qu'on appelle les médicaments remboursables par la CNAMGS. Tous les médicaments ne sont pas pris en charge par la CNAMGS. Il y a une liste qui existe. Il y a une liste qui existe, et c'est sur la base de cette liste que le pharmacien sert les médicaments. Je prends un exemple. Vous pouvez aller dans une structure sanitaire et vous dites je veux par exemple une crème solaire. Vous voyez le médecin, vous dites bon, chaque fois qu'il y a le soleil, je me brûle un peu. La crème solaire n'est pas prise en charge par la CNAMGS. Par contre, elle est prise en charge par la CNAMGS lorsque c'est un albinos. Vous voyez, donc il y a certains produits qui sont remboursables par la CNAMGS et d'autres ne sont pas remboursables par la CNAMGS. Par contre, lorsque la personne a une maladie grave, si le produit n'est pas pris en charge par la CNAMGS, cette personne va dans un des bureaux de la CNAMGS et la CNAMGS autorise la délivrance, voilà, la prise en charge de ce produit par la pharmacie. Il en est de même pour les examens médicaux assez spécifiques. Ça demande d'aller au niveau de la CNAMGS. Mais la population l'a dit, la CNAMGS aujourd'hui sert le plus grand nombre. Nous avons eu quand même des témoignages des compatriotes qui disaient que c'est grâce à la CNAMGS que j'ai mis le pied à l'étranger pour la première fois, grâce à ma maladie, et ces personnes n'ont pas déboursé un radis. Nous avons la maladie rénale avec les insuffisants rénaux qui sont pris en charge à 100% par la CNAMGS, et rien que la maladie, la prise en charge de la maladie rénale, c'est plus de 13 milliards par an que la CNAMGS débourse. Aujourd'hui, c'est plus de 100 milliards que la CNAMGS met pour les soins des populations gabonaises. C'est beaucoup d'argent, parfois pas visible, mais qui joue un rôle important sur la protection sociale. Et comme l'a dit la dame qui parlait tout tantôt, nous avons aujourd'hui l'un des meilleurs systèmes de protection sociale, je peux dire, du monde, parce que le Gabonais aujourd'hui bénéficie des facilités d'accès aux soins mises en place par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Est-ce qu'il y a aussi des perspectives dans ce secteur-là, avant de nous séparer, monsieur le ministre? En termes de perspectives, aujourd'hui, en termes de couverture des personnes, parce que, comme vous le dites, la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est une assurance obligatoire.
mais nous n'avons pas encore une couverture à 100%, c'est-à-dire tous les Gabonais ne sont pas aujourd'hui enrôlés à la CNAMGS. Donc l'objectif que nous nous fixons, c'est d'avoir 100% des Gabonais enrôlés à la CNAMGS pour que tous les Gabonais puissent bénéficier de la CNAMGS. Et vous voyez que les programmes se superposent et qu'il y a une transversalité au niveau des programmes avec la lutte contre la patridie. C'est-à-dire effectivement, cet enfant qui n'a pas d'acte de naissance ne pourra pas avoir la CNAMGS. Ces parents qui font parfois preuve de négligence ou qui peuvent avoir des difficultés. Donc, si nous devons atteindre cet objectif, la CNAMGS, il faudrait qu'au niveau des actes de naissance, comme le président a décrété la gratuité de la délivrance des actes de naissance et des attestations et tout le reste, nous puissions tous marcher ensemble pour que dans les prochaines années, les 2 ou 3 prochaines années, nous puissions avoir ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle. Merci, Monsieur le ministre. C'est donc la fin de cette rétrospective. Merci à toute l'équipe de production constituée à la technique de Bibiche Ada Mba, Julien Makita, Vincent Ngagna, Georges Igoué, et la réalisation était assurée par Freddy Bouvila, Jussia Madia, coordination Claudette Evoré, supervision Moussa Nzengi, supervision générale Helmut Moutinga Boulingi. À la présentation, il y avait Marina Moussavou et moi, Arnaud Ndo. Nous vous disons merci de nous avoir reçus chez vous. On se retrouve très bientôt sur Radio Gabon à référence. Rétrospective 2016-2023. Projet et acquis multisectoriel revisité par la rédaction de Radio Gabon. Rétrospective 2016-2023, c'est sur la route du 26 août.